Lorsque vous nous avez proposé, Anne et Chantal, de débattre ou d'échanger, disons plutôt, sur la créativité, j'ai trouvé que vous mettiez la ligne très haut, le bar très haut, et vous avez bien fait, parce que dans créativité, j'entends création, et la création, si je ne me trompe, c'est le passage du néant à l'être. Et c'est pas rien. Et on peut se demander d'entrée de jeu si les enfants sont capables de créer. Alors, un petit peu effrayé, un petit peu impressionné par ce mot, je me suis demandé s'il y avait des mots qui étaient proches et qui pouvaient entrer dans le débat. Et je les appellerais presque, peut-être si vous voulez bien, des sous-marques de la création. Ce n'est pas tout à fait la création. Le premier, c'est la découverte. Et nous pouvons nous demander s'il y a en commun quelque chose entre la création et la découverte. Bien sûr que oui et non. Non, il n'y a pas grand-chose de commun parce que la découverte, c'est l'art que nous avons de soulever, de découvrir la table et de trouver dessous le bois. Donc le bois existe, on ne le crée pas, il est là. Donc la découverte est donc très distincte de la création et pourtant elles sont très proches. Je prendrai l'exemple simplement des mathématiques. C'est un gros corpus, on aime ou on n'aime pas, mais les mathématiques sont-elles une création ou une découverte ? Alors les uns diront bien sûr que c'est une création. Ce sont des hommes dont on connaît même le nom, c'est peut-être Euclide, Pythagore, dans un lieu connu, à une époque connue, qui ont créé à partir de rien. Ils ont donc créé quelque chose d'extraordinaire, d'ailleurs, qui sont les mathématiques qui continuent à croître. Donc évidemment, les mathématiques sont une création. Et puis quelqu'un arrivera et dira bien sûr que non, les mathématiques c'est une découverte. Les mathématiques existent depuis le milliardième de seconde de la création du monde, puisque les lois qui ont gouverné la création du monde véritablement sont des lois mathématiques. Si je prends deux objets qui sont à distance, tout le monde sait qu'ils agissent entre eux par une loi qui est en 1 sur la distance au carré. La distance au carré, c'est une équation, ce sont des mathématiques. Donc, les mathématiques existent dans la nature, dans l'univers, depuis toujours. Et c'est donc une découverte, nous les découvrons. Mais en fait, les mathématiques sont l'armature même de la création et nous nous contentons de les découvrir. Vous voyez que ce n'est pas si simple de distinguer les mots. Et enfin, la deuxième sous-marque, si j'ose dire, un niveau encore un petit peu au-dessous dans la hiérarchie, ça sera l'innovation. Alors l'innovation, ce n'est pas une création, en principe, ce n'est pas une création, ce n'est pas une découverte, c'est une amélioration, peut-être. C'est un changement, en tout cas, de ce qui existe. L'innovation sera peut-être de faire des voitures électriques ou après des voitures à moteur thermique. Ou bien peut-être qu'on pourra dire que Turner et Monet innovent en créant une nouvelle façon de peindre qui vient changer celle qui était avant. Donc voilà 3 mots auxquels nous pouvons penser dans ce débat, qui sont, je répète, la création, c'est très noble, la découverte et l'innovation. Alors, je posais tout à l'heure, dès l'entrée de jeu, je me disais, est-ce que les enfants peuvent créer ? Est-ce qu'ils sont capables de créer ? Certains diront, mais non, voyons, les enfants, si je les prends à 4 ou 5 ans, ils sont juste capables de répéter ce qu'on leur dit, de bagouiller quelques mots, et c'est tout. Je pense véritablement, et je pense que vous êtes comme moi, que non, que les enfants que oui, les enfants sont capables de créer. Et il suffit d'avoir un exemple pour être sûr que c'est vrai. Nous voici dans une école, des Yvelines, il y a une quinzaine d'années à peu près. Il y a là une maîtresse extraordinaire que j'ai beaucoup admirée. Et la maîtresse, en effet, nous sommes en juin, il fait beau, et la maîtresse, dans la cour, le matin, a fait un petit cercle à la craie sur l'asphalte de la cour. Et elle a invité Philippe à entrer dans le petit cercle, et elle a demandé à Sylvie de dessiner à la craie l'ombre de Philippe. Et puis vous devinez la suite, à 9h, on est revenu, c'est un autre enfant qui a dessiné, mais l'ombre toujours de Philippe. C'est Philippe qui est dans le cercle. Et toujours, à tous les heures, c'est Philippe qui est dans le cercle. Très bien. Et moi, j'arrive à 5h peut-être, et la maîtresse dit aux enfants, allons les enfants, nous allons dans la cour, et on redécouvre ce dessin que les enfants avaient d'ailleurs plus ou moins oublié. Et la maîtresse dit, qu'est-ce que vous voyez ? Et là, un petit garçon, je crois que c'est un petit garçon, peu importe, dit une phrase assez extraordinaire. Il dit, je vois Philippe, c'est Philippe. Alors la maîtresse dit, non, c'est pas tout à fait Philippe, mais oui, tu as un peu raison. Et je trouve que déjà cette réponse était extraordinaire. Elle était presque une création. C'est-à-dire que ce petit garçon, d'un dessin informe, avait créé une entité qui était Philippe.
Et puis, alors les autres disent c'est une fleur, il y en a qui disent c'est une marguerite. Et puis je regarde une petite fille qui est là, qui est belle, petite fille qui a 5 ans, 6 ans, et qui a un visage un peu tendu, qui réfléchit. Visiblement, elle réfléchit, elle ne parle pas, elle ne dit rien pour le moment. Et tout d'un coup, dans le silence, elle dit « ça a tourné ». C'est prodigieux cette phrase. Ça a tourné. C'est-à-dire que cette petite... Alors là, c'est une création. La petite fille, de rien du tout, elle crée un concept dont elle n'avait jamais entendu parler, qui est la rotation. C'est difficile, la rotation. C'est d'ailleurs un concept plus ou moins mathématique qui n'est pas simple. Voilà un exemple extraordinaire de création. Cette petite fille crée, je répète, de rien du tout, du néant pratiquement, de son propre néant, en tout cas, un concept difficile qui est celui de la création. Donc un seul exemple suffit pour que je dise oui, les enfants sont capables de créer. Alors, s'ils sont capables de créer, évidemment, nous devons aller en particulier à l'école, bien sûr chez les parents, mais nous n'allons pas ce soir chez les parents, nous allons à l'école. Et nous devons nous demander si l'on peut, en effet, favoriser, stimuler la créativité, prenons le mot le plus fort, le plus haut dans la hiérarchie, la créativité des enfants. Et j'aurais peut-être simplement 3 mots à prononcer ici. Le premier, c'est la curiosité. La curiosité, c'est un beau mot, il vient de cura, le latin, le soin que nous portons, faire une cure, ou le curé qui porte soin à ses ouailles, ou bien le take care en anglais. Donc, il y a dans le mot curiosité d'abord une empathie, il y a un désir d'aider, d'aimer, et qui va au-delà, qui est si j'ai envie d'aimer, et on y entend un peu d'écologie aussi, si j'ai le désir d'aimer, je suis évidemment curieux, je veux aller plus loin. La curiosité ou le questionnement, c'est aller plus loin. Et nous devons évidemment susciter la curiosité des enfants. J'appartiens à une époque un peu ancienne où nous apprenions, et je pense que ça se fait toujours, des proverbes à l'école, qui vole un œuf, vole un bœuf, etc. Et puis il fallait les réciter le lendemain. On avait 10 si on disait bien le proverbe. Et j'ai appris la curiosité est un vilain défaut. Et j'ai dû avoir 10 sur 10 en disant ça. Je suis honteux un petit peu d'avoir dit ça. Aujourd'hui, je dis la curiosité est une merveilleuse vertu. Alors, on disait ça parce qu'on pensait à la curiosité un peu malsaine. Mais la curiosité, en fait, pour les enfants, va être un moteur extraordinaire pour progresser et pour aller vers la créativité. Alors, nous pouvons penser à diverses formes de curiosité. Il y en a beaucoup sûrement, mais il y en a au moins 2. Moi, j'en vois 2. Une curiosité que j'appellerais celle du quoi. Et une curiosité celle que j'appellerais celle du comment ou du pourquoi, comme vous disiez Anne. Alors le quoi, c'est simplement je suis curieux d'enrichir mon savoir. Et si je suis devant un arbre et avec quelqu'un, je vais lui demander comment s'appelle cet arbre. Il me dira c'est un être. Alors voilà, j'aurais enrichi mon savoir. Et d'un mot, c'est important. Je ne dis pas du tout que cette curiosité-là n'est pas importante, mais elle ne conduit pas véritablement à créer. Alors l'autre curiosité est beaucoup plus ambitieuse. C'est celle quand je suis devant l'arbre, c'est pas seulement de demander son nom, c'est de me dire mais comment cet arbre est-il là? Pourquoi est-il là? Comment ces feuilles sont-elles vertes? Le bois, d'où vient-il? Est-ce qu'il vient de l'air ou est-ce qu'il vient du sol? Etc. etc. Me poser toutes les questions possibles et qui sont encore inconnues pour moi sur l'arbre. Il y a un petit garçon qui s'appelait Léonard. Son nom de famille, c'était Vinci, figurez-vous, et il était, je crois, très curieux. Et alors, il était connu pour se promener quand il avait peut-être 4-5 ans, avec son oncle Francesco, et il bombardait son oncle des fameux « Dis-moi Francesco ». Et alors, il posait donc des questions tout le temps à son oncle, mais il ne posait pas des questions du premier ordre. Il posait la question que je viens d'appeler du second ordre, c'est-à-dire, si par exemple des oiseaux volaient au-dessus d'eux, il disait « Dis-moi Francesco ». Comment ils font les oiseaux pour voler? C'est bien différent que de dire « dis-moi le nom de dis-moi que c'est un merle ou une hirondelle ». Comment ils font les oiseaux pour voler? Et vous voyez que cette question emmène Léonard, d'ailleurs il le prouvera bien amplement, vers en effet aller plus loin. Si je pose la question et que j'ai un peu une réponse, peut-être irai-je vers l'invention d'une machine à voler, etc. Voilà donc ce que c'est que cette curiosité-là. Et je la crois évidemment essentielle à l'école. Et au lieu de dire que la curiosité était un vilain défaut, il faut évidemment, je crois, que le professeur pousse l'enfant à poser des questions.
Alors, ce n'est pas si simple. C'est facile à dire, mais ce n'est pas forcément facile à faire, parce que si l'enfant pose des questions, il est très possible que moi, professeur, enseignant, instituteur, je n'ai pas la réponse. Et ceci peut me mettre dans une situation un peu difficile. On voit bien que c'est facile de dire ici, les enseignants doivent pousser les enfants à poser des questions, mais ce n'est pas si simple que ça, nous pourrons en reparler. Et ça va si loin que dans les dictatures, eh bien, il est souvent interdit de poser des questions. Je connais bien le problème de la Chine. Il y a eu une histoire intéressante que je pourrais vous raconter tout à l'heure si vous voulez, mais qui montre que poser des questions est quelque chose qui va très loin et qui peut être même très, très gênant pour un dictateur, par exemple. Donc, le premier mot, c'était la curiosité. Le deuxième mot, c'est l'imagination. L'imagination, c'est-à-dire l'art que je possède ou que je ne possède pas du tout, de faire une image de ce que je ne connais pas. Derrière ce mur, là-bas, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur? Je ne sais pas, moi. Et je peux en rester là, je peux passer devant le mur et ne me poser aucune question. Mais derrière ce mur, il y a peut-être une autre salle, il y a peut-être une rue, il y a peut-être un océan, il y a peut-être une montagne. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je veux me faire une image de ce qui est derrière le mur. Et probablement, comme il y a tellement de possibilités, probablement mon image sera fausse. Mais ce n'est pas important qu'elle soit fausse. Et ce qui est important, c'est que je me fasse une image. J'ai envie ici de retourner en Italie. Vous voyez, l'Italie, c'est un pays que j'aime beaucoup, et de convoquer Galilée. Alors Galilée, bon, nous connaissons tous l'histoire, un procès qui est malheureux, il n'aurait pas dû être condamné, mais enfin le procès est un tout petit peu plus intéressant qu'on le dit souvent, parce que au fond, on savait assez bien que la Terre tournait. Il fallait simplement arranger cette affaire avec une phrase biblique, mais on le savait vaguement, et on demandait au fond à Galilée de dire que c'était une hypothèse. Les juges lui disaient, mais monsieur Galilée, vous êtes le premier à dire qu'il faut démontrer les choses. Vous avez lâché deux boules, une lourde et une légère, elles sont tombées en même temps, vous avez démontré la loi de la chute des corps. Mais pourquoi? Dites-nous que c'est une hypothèse. Et Galilée, qui était, je crois, un petit peu orgueilleux, disait, non, elle tourne. Non, elle tourne. Bon. Et certains pensent que si Galilée avait dit, oui, c'est une hypothèse, il est fort possible qu'il n'aurait pas été condamné. Alors, mon imagination à moi, elle est après. Galilée rentre chez lui et il se dit, après tout, ils ont un peu raison, il faudrait peut-être que je me fasse une image de cette rotation, pour que j'ai une explication, que j'ai une image. Nous sommes véritablement là, maintenant, dans l'imagination de Galilée, telle que je l'invente, j'avoue. Mais Galilée, non, je ne l'invente pas complètement, parce que Galilée se dit, oui, ils ont raison, je dois me faire une image, comment puis-je montrer que la Terre tourne? Et alors, il a cette image, je vous la donne en 2 minutes, il se dit, si la Terre tourne, alors elle tourne dans un sens, ça va par exemple, disons, du Brésil au Sénégal, et tout tient à la terre, les montagnes, tout ça, ça tient, mais il y a quelque chose qui est l'eau, qui ne tient pas, qui ne demande qu'à glisser, et par conséquent, si la terre tourne dans ce sens-là, l'eau va partir vers le Sénégal. Et par conséquent, il y aura une marée haute au Sénégal, une marée basse au Brésil. Et puis, quand l'eau sera montée très haute, elle reviendra en arrière parce qu'il y en a trop, et il y aura maintenant une marée basse, ce sera le contraire. C'est exactement ce qui se passe quand, avec un archer, je tire sur un violon, je tire une corde, la corde se tend vers l'endroit où je la tire, puis à un moment où elle est tellement tendue qu'elle revient en arrière, et mon archer a beau aller tout droit, la corde se met à vibrer. C'est ça l'imagination. Voilà que Galilée donc imagine, et vous savez très bien que c'est faux, puisqu'il faudra 2 siècles de plus que Galilée, pas très loin d'ici, pour qu'on démontre que la Terre tourne. C'est pas l'imagination, mais au moins Galilée vient, dans mon idée en tout cas, d'imaginer et d'aller plus loin que le mur. Vous voyez, il y a un mur et je vais plus loin. Donc je crois que ces 2 thèmes, il y en aurait beaucoup d'autres à évoquer, et je pense que ce soir il y en aura beaucoup d'autres, mais la curiosité doit être stimulée, la curiosité des enfants, les enfants poser des questions, aller plus loin que votre regard terne sur le mur, allez au-delà du mur, faites une hypothèse, imaginez, quitte à ce que votre imagination vous amène à quelque chose de bon, peu importe, votre esprit aura fonctionné pendant ce temps-là. C'est les 2 mots, et j'en ai un dernier, qui est tout simplement la morale.
C'est-à-dire qu'il me semble qu'on ne peut pas parler de créativité, d'inventivité, d'innovation, etc., sans penser tout de suite au bien et au mal. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire qu'il faut que les enfants innovent, il faut qu'ils innovent pour le bien. C'est un lieu commun évident de dire que les innovations peuvent être bonnes ou mauvaises. Il semble qu'il y en a qui ne sont que bonnes. Il me semble que quand Beethoven écrit une symphonie, alors c'est une création extraordinaire. Ça, c'est une création. Ça vient de rien et c'est une symphonie. Et alors, là, on peut dire que c'est une création qui est infiniment bonne. De même, pourra-t-on dire que la création du langage est une chose absolument merveilleuse, sauf évidemment quand je reçois une volée d'insultes, c'est peut-être pas très bon pour moi leur langage, mais évidemment que le langage est une invention extraordinaire quand un homme pour la première fois ou une femme, j'ai envie de penser que c'est plutôt une femme parce que les femmes sont plus imaginatives, pour la première fois a posé un mot sur un objet. Ça a été le début du langage et incidemment le début de la science. Donc voilà, je crois que nous devons penser à ça sans arrêt quand on parle de création. Il y a des créations qui sont bonnes, il y a beaucoup que j'ai cité Beethoven, mais la plupart des innovations et des créations et des découvertes sont mixtes. Elles peuvent être bonnes, elles peuvent être mauvaises. Quand M. Nobel crée la dynamite, évidemment que c'est une chose merveilleuse parce qu'on peut créer des tunnels, et évidemment que c'est une chose atroce puisque ça tue, et nous le savons bien actuellement. Et puis il y a même des inventions qui ne sont que mauvaises, qui ne sont même pas mixées. Donc je veux simplement dire ici qu'on ne peut pas encourager les enfants, et il faut le faire, à créer, à innover, sans en même temps adosser à cette tendance une réflexion que doivent avoir les enfants sur le bien et sur le mal. Merci. Merci beaucoup. Plein de science et d'expérience à la fois. C'est à vous. Merci. On vous laisse la parole. Merci Yves Quéré. Moi j'étais enchanté par tout ce que vous avez dit. Ça me donne envie de retourner au collège. Ça me donne envie de retourner en 1981 quand je commence à être prof de collège au collège du Clopinote dans l'Aisne. Et je ne sais pas trop quoi faire finalement avec ces enfants. Je me dis, tiens, je vais leur faire écrire une rédaction. Et puis je dis, tiens, on va prendre 10 mots. Et puis, à partir de ces 10 mots, on va composer une histoire. Et je leur dis, vous pourriez choisir 10 mots. Ils me regardent. 10 mots. C'est trop compliqué, ça, 10 mots. On ne va jamais trouver 10 mots. Je dis, mais si vous cherchez, c'est facile, des mots. Il y en a plein, des mots. Non, on ne va jamais trouver. Et savez-vous le premier mot qui vient? J'ai fait cette expérience de 80-86 quand j'étais prof là-bas. Finalement, le premier mot, c'est toujours le même. Enfin, c'était toujours le même. Peut-être maintenant, ça a changé. Ça vaudrait le coup de faire une analyse sociologique. Le premier mot, c'était pompier. Et le premier adjectif, c'était rouge. Après, on avait toujours droit à des histoires de loups-garous de Londres, de choses comme ça, des trucs qu'ils avaient vus à la télévision, des histoires de pompiers, de catastrophes. C'était assez réjouissant à lire. Pourquoi je raconte ça? Pour dire que la créativité, elle n'existe pas si elle n'est pas médiée par quelque chose d'autre. Quelque chose comme une parole. C'est-à-dire, je repense donc à cette époque, je me dis, mais tu étais vraiment un mauvais prof, quoi. Parce que c'est pas comme ça qu'on suscite la créativité. On la suscite en racontant une histoire, en déclenchant des émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la créativité, elle s'adosse
à quelque chose qui met le sujet hors de lui, qui le porte à inventer pour, comment dire, il y a quelque chose qui le traverse et qui, soudain, comme une graine, germe en lui. Et ça pousse. Cette chose, moi, je pense que c'est la définition même de la culture et de l'enseignement. Enseignement, ça vient de enseignement. Le signe, c'est le sème en grec. Et séma, c'est la graine. J'étais un mauvais professeur. Si j'avais été un bon professeur, j'aurais réussi à trouver les graines qui auraient fait que les enfants en face de moi trouvent autre chose que des histoires de pompiers rouges. Alors d'une certaine manière, cette vérité-là, je l'ai éprouvée ensuite en faisant du théâtre. Je faisais du théâtre avant en tant que comédien, metteur en scène. Puis ensuite, je faisais de l'enseignement parce que au départ, c'était une façon pour moi de gagner ma vie. Et puis ensuite, j'ai fait de l'enseignement. C'est devenu ma vie et j'y ai mis le théâtre dedans. Et là, j'ai pu rencontrer cette vérité-là que j'essaie de formuler devant vous. À savoir que, à certains moments, l'enseignement devient une expérience. C'est-à-dire que le cours, soudain, on fait l'expérience de quelque chose de plus fort que nous, qui nous dépasse et qui nous donne envie de nous dépasser. Ce mot, je ne connais pas d'autre mot que le mot de transcendance pour le dire. Ça veut dire que le sujet s'ordonne à quelque chose de plus fort que lui, de plus haut que lui, c'est la transcendance. Et j'en veux à ce mot de créativité. Je le trouve, pardonnez-moi monsieur Yves Quéré, mais je le trouve trop petit, tout petit. Précisément parce qu'il ne fait pas droit à cette chose très grande qui se déploie dans l'art, dans la création. Parce que la créativité, si vous réfléchissez bien au concept, d'ailleurs c'est un concept qui apparaît, j'ai cherché dans les dictionnaires, donner une raison à cette espèce d'agacement que j'avais devant cette notion. Et j'ai trouvé. La notion, elle apparaît en 1946. C'est une traduction de creativity. Et ça a été popularisé beaucoup par Noam Chomsky dans ses travaux de linguistique et autres. C'est une notion technoscientifique, en fait. Pourquoi technoscientifique ? Parce que ça veut dire que on pense que la créativité, c'est comme un muscle. On peut l'entraîner. On fait des exercices. Ça grossit. On a de plus en plus de créativité. Et on peut le mesurer, très important. Ça, c'est l'ordre dans lequel on est rentré. L'ordre de la mesure, de la rationalité, où tout est mesuré. Et aussi, on peut se comparer les uns les autres. J'ai cherché dans le dictionnaire de l'Académie française. Il donne des exemples, toujours très bons. Il dit « manquer de créativité ». Il dit, je ne sais plus quoi, stimuler la créativité dans l'entreprise. Je lis un truc extraordinaire dans le Robert.
cet exemple. Les solutions sont très faciles, ces solutions sont très faciles d'accès, mais ne laisseront pas beaucoup de place à la créativité en termes d'interface. À cette notion de créativité, je voudrais opposer la notion de création, tout simplement. Enfin, tout simplement. Je pense que la créativité, c'est ce discours qui vous dirait du cœur que c'est un muscle creux. Mais le cœur, c'est pas seulement un muscle creux. Le cœur, c'est... Alors, le cours de lettres, le cours de théâtre, c'est ce moment où on fait l'expérience de quelque chose de plus grand que nous. C'est pas la créativité, c'est beaucoup plus mystérieux que ça. C'est-à-dire, ça vient pas de moi. C'est pas moi. Pour le dire avec des gestes, permettez-moi une petite pantomime, la créativité, c'est... Mais la création, pour moi, c'est pas ça. La création, c'est... Le salto mortale, c'est un saut dans le vide, un saut à la conquête de quelque chose qui est plus fort que moi, qui est plus grand que moi. Et je suis en colère contre l'école, parce que je trouve que l'école de moins en moins donne libre cours à ce type d'expérience. Parce que de plus en plus, moi j'ai assisté à ça, ça s'appelle par exemple la didactique des disciplines, des choses comme ça. De plus en plus, voilà, les professeurs sont des transmetteurs de connaissances, de savoir, comme si le stock du savoir est déjà là et on est là pour le transmettre. Alors que non. Pour moi, le professeur, c'est quelqu'un qui profite et hors, qui témoigne de quelque chose. Il s'apporte lui-même, le professeur. Il s'apporte avec lui. Et il dit, vous êtes mes élèves, on va s'élever vers quelque chose d'autre. Je voudrais prendre un exemple, ou plutôt quand Anne Coffinier m'a dit on va parler de cette question, la créativité à l'école, je lui ai dit, enfin c'est à Chantal, de sorte que j'ai dit ça, j'ai dit mais que dirait Homère, que dirait Molière si on leur parlait de créativité? Dernièrement, je lisais, j'ai travaillé un peu Jean Genet, et je lisais ses œuvres de prose, sa correspondance. Et dans le journal du voleur, il raconte que quand il a 16 ans, il a été enfermé pour son deuxième larcin. Soit dit en passant, vous savez que à l'époque, en 1947, quand on était condamné 3 fois pour un larcin, même mineur, on pouvait être condamné, vous savez, à la perpétuité. Et la perpétuité avait remplacé le bagne. On n'est pas si loin de Victor Hugo et de Jean Valjean. Bref, il a 16 ans, Jean Genet, et c'est un très bon élève. Il a eu son certificat d'études, tout ça. Mais il est à la Maîtrais, dans ce collège de redressement, et il va à la bibliothèque.
Et là, il tombe sur un livre, c'est les poésies de Ronsard. Et c'est un éblouissement, un enchantement incroyable. Soudain, voilà une parole qui le tire de lui-même, mais qui, d'une certaine manière, qui l'enchante, qui le venge de la situation dans laquelle il est. Et le tirant hors de lui, agit comme un catalyseur. Et jusqu'au bout, il dira ceci: quand j'écris toujours pour répondre à Ronsard. Il va inventer une langue qui sera la langue qui répond à cet appel qu'a été pour lui les poèmes de Ronsard. Un autre exemple aussi que je pourrais tirer de Genet, dans sa correspondance, un jour, il y a un jeune type qui lui écrit. Il lui dit vous pouvez me conseiller, monsieur Genet, quel livre je pourrais lire? Et là, Genet, il dit ouais, il prend la chose très au sérieux. Il dit ouais, je te propose 3 livres. Ronsard, Chateaubriand et Victor Hugo, Les choses vues. C'est exactement le contraire de la didactique. C'est-à-dire, un bon didacticien dira commence par lire, je sais pas moi, Les Contes du Chat-Perché, ou on va commencer petit pour aller haut. Non. Genet pense le contraire. C'est-à-dire, tout de suite, il faut faire l'expérience de la grandeur. Tout de suite, il faut voler très haut. Voilà. Et donc, je ne sais plus où j'en suis au niveau du temps. Peut-être que je voudrais que je m'arrête, mais je ne sais pas. Je continue un petit peu. Quelques minutes. Et donc, voilà. Donc, j'en ai contre la créativité. Parce que je crois que ça ne fait pas droit à ce qui se passe vraiment. À ce que c'est que l'expérience de la culture. Et puis j'en veux évidemment. Et là, on va dire que je crache dans la soupe parce que toute ma vie, toute ma carrière, j'ai fait ce qui m'a plu. Enfin, j'ai fait ce qui m'a chanté à l'école. Et l'école m'a tout donné, hein. Comme disait le général Bijard de l'armée, m'a tout donné l'école. J'enseignais partout, tout ça. Et j'ai pu faire ce que je voulais. On a fait des spectacles, des choses inouïes. On avait des spectacles, 47 étudiants. Bon. Donc, il est possible de créer. Mais en même temps, je trouve que c'est l'arbre qui cache la forêt, en fait. Parce que je pense que l'école, de plus en plus, tourne le dos à ça, tourne le dos à la création, tourne le dos à ce qu'elle devrait être. Alors, qu'est-ce qu'elle devrait être? Elle devrait être un espace de jeu. Et je pense qu'elle l'est de moins en moins. Un espace de jeu, ça veut dire que, entre autres, comme au théâtre, c'est Antoine Vitesse qui disait l'école est le plus beau théâtre du monde. L'école est le plus beau théâtre du monde. Et moi je me dis oui, c'est vrai, l'école est le plus beau théâtre du monde et peut-être que l'école, pour être vraiment l'école, il faut que ça se passe comme au théâtre, comme dans un cours de théâtre, comme dans une classe de théâtre. Dans une classe de théâtre, tout est pardonné. Dans une classe de théâtre, on va dire, c'est Noël. Tout est pardonné. Il y a, au départ,
une suspension totale du jugement. C'est par là que ça commence. On suspend son jugement. Moi, mes cours commençaient toujours de la même manière. Je mettais de la musique, on dansait. Mais avant, on enlevait ses vêtements. On se mettait d'autres vêtements. On entrait dans quelque chose d'autre, qui était justement cette possibilité de la création. Et cette possibilité de la création, contrairement à ce que laisse entendre la créativité, ça passe par le fait de se quitter soi-même pour aller vers l'autre, de se quitter soi-même. Quand je danse, je ne marche plus, je me quitte moi-même. Quand je fais des grimaces, je me quitte moi-même. Peut-être que je pourrais finir par vous raconter la dernière expérience qui m'a été donnée de faire, parce que j'ai pris ma retraite, j'avais 67 ans et j'ai pris ma retraite parce que j'étais allé au bout. Donc il y a presque 2 ans maintenant. Et il m'a été donné on m'a demandé de faire une mise en scène dans un lycée professionnel, qui s'appelait le lycée de la Tourelle à l'époque, à Sarcelles, lycée professionnel. Il s'agissait de monter Moi, Titubator sorcière de Maryse Condé. C'est un très beau roman de cette grande écrivaine antillaise, guadeloupéenne. Et j'avais fait l'adaptation, j'avais demandé à une de mes étudiantes, Fatou, qui était sénégalaise, enfin qui vient du Sénégal, de m'aider. Fatou est une excellente danseuse. Moi, je commence toujours mon travail par un travail sur le corps et sur la danse. Et je pensais que avec Fatou, à mes côtés, ça serait bien parce que, elle ferait un pendant au vieux mâle blanc que je suis, par rapport à ce public bigarré de mon lycée professionnel. Et ça n'a pas marché. Rien ne marchait. C'était terrible pour moi. Ça faisait 40 ans que je faisais ça. J'avais l'impression d'avoir des trucs, savoir. Je mets la musique, je mets de la danse, je donne des consignes. Rien ne marche. Rien ne marche. Les gosses m'opposent une indolence, une inertie incroyable. Oh Bertrand, je suis fatigué, oh non, je peux pas faire, ah non. Je dis, mais tu rigoles, je t'ai vu là sur le terrain de basket, tu sautais, tu étais agile, tu étais d'une beauté incroyable, et là tu n'es plus capable de rien faire. Ah non, je peux pas. Et il a fallu aller jusqu'au mois d'avril. On avait commencé en novembre, jusqu'au mois d'avril, pour que soudain, quelque chose se déclenche. Cette chose, c'était tout simplement, soudain, la conviction qu'ils avaient, en me regardant, qu'on ferait le spectacle. Ils me disent, mais on va le faire, le spectacle? Je dis, on va le faire. Et mais qu'est-ce qui va se passer? Je dis, on va mourir. Vous allez mourir, et puis moi je vais mourir aussi. C'est horrible. C'est horrible. Vous allez voir, c'est une épreuve horrible. Le regard, tout ça, c'est comme passer dans un cercle de feu, et voilà. Et cette espèce de soudain, d'urgence à se sauver, c'est ça qui a été le catalyseur. Et soudain, ils se sont transformés du tout au tout. Ils ont changé de disposition. Comme baguette magique.
ce moment-là, j'ai retrouvé l'émotion que j'avais quand je regardais mes élèves travailler, mes étudiants. Je me disais, c'est comme des gnocchis. Vous connaissez les gnocchis? Vous mettez de la chaleur, vous leur faites des exercices, des trucs comme ça, ils ne comprennent pas ce que vous leur faites faire. Puis à un moment donné, il y a un gnocchi qui va. Puis et tous ils montent, tous ils s'élèvent, tous ils se dépassent eux-mêmes. Et ça a été ça. Ça a été ça, mais à la fin des fins. Et c'est pas tant, vous voyez, c'est ça que je veux dire, c'est que la tâche de l'école, c'est pas tant, en fait, de fabriquer des choses que de métamorphoser ces enfants, soudain de les convertir à autre chose, de leur montrer qu'il y a autre chose qui est possible. Alors, et qu'est-ce qu'ils ont gagné? Alors, au bout du compte, ces gosses de Sarcelles, je passe sur des choses extraordinaires, comme le fait tout simplement de pouvoir dire cette langue, soudain, voilà, dire la brise balayait le ciel et l'horizon était rose et vert au moment où Tituba est pendu, des choses comme ça. Mais en fait, ce qu'ils avaient gagné, c'est la possibilité de laisser tomber, comment dire, leur masque. C'est ça ce que j'ai compris, ce qui leur coûtait. Et c'était normal, ils avaient 14 ans, 15 ans, et ils n'avaient pas envie du tout de rentrer dans cette expérience. Je les brutalisais. Et 14 ans, 15 ans, c'est précisément le moment où on tient le plus qu'on peut à son identité. Et là, par la grâce de Marie Scondé, du travail qu'on avait fait, du spectacle qui était là, soudain, ils acceptaient de sauter, de faire le salto mortale, et de sauter au-delà de ce qu'ils sont eux-mêmes, au-delà de l'image qu'ils présentent d'habitude, et d'accepter de le faire déjà. C'est-à-dire que ce don-là, ça s'appelle tout simplement la possibilité d'exister son existence, c'est-à-dire d'être. C'est Sartre qui dit ça. Il dit exister, c'est être ce qu'on n'est pas et ne pas être ce qu'on est. Et avec le théâtre, soudain, ils ont grandi. Ils ont grandi pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient être un autre et en même temps rester eux-mêmes, et que cette possibilité d'être un autre les faisait grandir. Voilà, je m'arrête là. Voilà, parce que j'ai peut-être trop parlé déjà. Très important, l'expérience de la vie, en fait. Je voudrais simplement dire quelques mots sur la création littéraire, en terminant par ChatGPT. Tout à l'heure, Yves Quéré l'a dit, notre création n'est pas une création ex nihilo. Nous ne sommes pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse créer ex nihilo. Alors, à partir de quoi créons-nous? Je pense que la création littéraire, c'est une création à partir du chaos, ce qui est très différent du rien. Le chaos, ce n'est pas le néant. Le chaos, c'est, on peut dire, il y a de l'être, mais cet être est indéterminé. Il n'y a pas des êtres, il y a de l'être. Oui. On peut dire que c'est ça le chaos, même si j'ai un physicien à côté de moi, donc j'essaye de parler avec circonspection. La création littéraire, c'est essayer d'ordonner le chaos de façon
personnel. Parce qu'au fond, si on regarde bien, nous sommes dans un monde déterminé à la surface, mais en réalité, nous sommes dans du chaos. Avec les âges de la vie, on peut, par exemple, donner des précisions. Regardez un enfant est un chaos d'émotions, de sensations. Il ne sait pas mettre des mots sur les choses. Quand il est affolé, il a les yeux qui roulent, mais c'est tout. Un adolescent est un chaos de sentiments, de désirs. Un adulte est, bien souvent, nous sommes des chaos de pensée, de jugement. Et nous essayons constamment de mettre de l'ordre dans ce chaos. La création littéraire, c'est ça. C'est une possibilité, une tentative d'ordonner ce chaos en mettant des mots, des phrases, les mots du poème, la phrase littéraire. Et on s'aperçoit que cet ordonnancement du chaos, qui est un ordonnancement personnel, ne fait que refermer à moitié le chaos, puisque finalement le mot littéraire reste finalement le frère de ce chaos qu'il essaye de refermer. Regardez comme les mots sont hésitants, sont polysémiques. Regardez comme il y a de la folie dans les phrases, dans le mot. Et quelque chose qui vient au fond, la création littéraire un peu comme une cicatrice. Vous savez, la cicatrice, elle ferme la blessure, mais en même temps, elle révèle la blessure. Eh bien, la phrase littéraire, c'est un peu ça. C'est comme une cicatrice. Elle referme le chaos en ordonnant l'indéterminé, mais en même temps, elle le révèle parce qu'elle est tellement frêle. Vous voyez, elle est tellement folle. Donc, je pense que la création littéraire, c'est ça. C'est finalement quelque chose qui sort non pas du rien, bien sûr. Nous ne sommes pas Dieu, mais au fond du chaos. Alors pourquoi est-ce que je vous ai dit que je voulais parler de ChatGPT ? Parce qu'il y a la question de la création. La création est quelque chose de personnel. En tout cas, dans tous les exemples que nous donnons ici, nous parlons de quelque chose de personnel. Et je voudrais donner l'exemple de ChatGPT, ce qui est assez extraordinaire, ce qui se passe avec ChatGPT. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais j'ai essayé plusieurs fois. Vous lui demandez d'écrire, je ne sais pas, une page à la manière de Céline, il va vous l'écrire. Et effectivement, ça sera bien à la manière de Céline, ou à la manière de Houellebecq, ou à la manière de n'importe quoi. J'ai vu récemment 2 ou 3 bouquins qui avaient été complètement illustrés par ChatGPT. C'est-à-dire qu'on lui dit de faire un dessin à la manière d'eux, et il le fait aussitôt. Autrement dit, je ne pense pas qu'on doive parler d'intelligence artificielle. J'en ai beaucoup parlé avec des gens qui s'occupent de ça il n'y a pas très longtemps. C'est pas ça l'intelligence. On a repris le mot anglais, vous savez, qui signifie information, le mot intelligence en anglais, et on l'a transposé, ce qui est absurde, parce que l'intelligence, en tout cas au sens carrément français profond, ça veut dire la compréhension, mais avec la vie derrière. C'est-à-dire que dans l'intelligence, il y a nos désirs, nos souvenirs, notre mémoire, notre destin, nos espérances, il y a tout ça, il y a toute la vie dedans. Le robot, ChatGPT, n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la rationalité artificielle. Ce qui est évidemment tout à fait différent. Le robot est capable de calculer. Évidemment, il utilise toutes les connaissances qui existent, bien plus que nous, parce que nous, avec notre pauvre mémoire, nous utilisons ce que nous savons, c'est pas grand-chose. Nous sommes tous très ignorants. Le robot, lui, sait tout. Donc, il utilise toutes les connaissances qui existent. Évidemment, il en fait des choses qui nous laissent baba, forcément. Mais il n'a pas la vie. Autrement dit, alors peut-être vous allez me dire le contraire, je ne sais pas, mais c'est intéressant. Le robot ne peut pas créer. Il peut écrire une page à la manière de Houellebecq ou de Céline, mais il ne va pas créer un style. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la vie, il faut la vie pour créer. Autrement dit, si, imaginons, nous étions dans un monde où il n'y ait plus que des ChatGPT, des robots, où il n'y ait plus de vivants, eh bien, le monde avancerait avec la somme de connaissances qui existent, mais ne créerait rien d'autre. C'est nous qui créons à partir, évidemment, à partir du monde tel que nous l'avons, à partir de la somme de connaissances que nous avons et à partir de tout ce qui est indéterminé dans ce monde et que nous voulons déterminer.
C'est pour ça que je pense que la création littéraire, c'est vraiment une manière de dominer le chaos. Mais donc c'est nous qui pouvons créer. Et c'est pourquoi il faut absolument donner aux enfants la possibilité de le faire, parce que c'est l'esprit humain qui peut avancer, c'est-à-dire créer des choses nouvelles pour avancer dans le temps, parce que les temps ne se ressemblent pas, tout est différent à chaque époque. Donc je pense que l'histoire de ChatGPT est très intéressante pour nous permettre d'essayer de mieux comprendre. Merci à tous les deux et merci de nous avoir écoutés.